Dans les collines verdoyantes de l'ouest du Cameroun, là où la terre rouge rencontre la brume éternelle, il y a un petit village. Ces maisons de terre cuite se nichent entre les roches ancestrales, coupées du reste du monde. Ce village, vous ne l'entendrez jamais nommer après le coucher du soleil. Ses habitants murmurent son nom seulement le jour, car la nuit, certaines histoires ne doivent jamais être prononcées à voix haute. C'est là, dans cette terre nourricière et mystique, qu'une légende s'est enracinée. On dit qu'il y a longtemps, la forêt a réclamé une femme, mais qu'elle l'a rendue. Une femme revenue d'entre les morts, mais sans visage. Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est le secret de ce village. Les anciens ne le disent qu'au coin du feu, quand les flammes sont déjà basses. Ils le murmurent, de peur que les sons eux-mêmes n'ouvrent une porte. Écoutez bien. Mado vivait seul avec son mari, un homme dont les mains étaient aussi précieuses que l'or. C'était un sculpteur renommé, respecté bien au-delà des collines de Banjoun pour ses masques sacrés. Dans ce village bamileke, le bois n'était pas seulement matière. C'était la mémoire elle-même. C'était le lien tangible avec les ancêtres. Chaque masque qu'il travaillait racontait une histoire. Chaque ligne sculptée détenait une protection, un pouvoir. Il était le gardien des visages qui guidaient les vivants. Sa femme, Mado, était aussi douce que l'argile humide et aussi mystérieuse que la brume qui enveloppait les sommets. Elle passait ses journées à remplir des tâches ancestrales. Aller chercher l'eau au puits sacré, un rituel vital. Tisser des habits traditionnels. Elle était la tranquillité et l'ordre, l'équilibre de leur foyer. Son mari, lui, était consumé par le feu de la création. Il était obsédé par ses commandes, ses chefs d'œuvre. Il travaillait parfois jusqu'à l'aube, la lampe à huile luttant contre l'obscurité. Il sculptait le pouvoir des esprits, oui, mais il les ignorait. Il ignorait les légendes qu'il avait pourtant héritées de ses propres ancêtres. Il croyait que le bois n'était qu'un art, sans percevoir qu'il était une frontière dangereuse. La vie s'est brisée un soir de saison des pluies. La lumière du jour s'était retirée plus tôt, avalée par des nuages lourds. Mado prit sa cruche et partit, comme elle le faisait chaque jour, chercher l'eau au puits sacré. C'était la dernière fois qu'elle franchissait le seuil de sa maison en tant qu'épouse, en tant qu'être vivant. Les villageois se souviennent encore de cet instant précis. Ils se rappellent avoir entendu sa voix, l'entendre s'adresser à un voisin, une parole banale, puis cette voix s'est éteinte, noyée et absorbée entre les gouttes de pluie. Le silence n'était pas total, il était simplement vide de Mado. Elle ne revint jamais. Le lendemain, son mari, alerté par l'absence et le silence anormal, organisa les recherches. On ne trouva rien. Finalement, sa cruche fut retrouvée brisée près du bois sacré, là où le village ne s'aventurait jamais. Rien d'autre. Aucune trace de pas. Aucune lutte. Simplement le silence de l'eau et de la forêt. Les anciens, leurs visages lourds, murmurèrent le verdict fatal, le bois l'a prise. Le sculpteur, son gardien, fut pris d'une folie silencieuse et d'une douleur insupportable. Au lieu de pleurer, il se jeta sur son travail. Il sculpta jour et nuit. Il ne fit pas une effigie d'elle, mais un masque sans yeux, sans bouche, sans nez, un vide en bois. Il répétait, le regard fiévreux, c'est pour que les esprits la reconnaissent, où qu'elle soit. C'était un appel, une prière de sorcier, cherchant à percer le voile de l'autre monde. Elle s'avança lentement, le bruit de ses pas dans la boue étant le seul son qui brisait la peur. Elle posa sa main sur sa joue, et il sentit le froid de la tombe remonter jusqu'à son cœur. Un froid inhumain, glacial. À la place des yeux, du nez, de la bouche, il n'y avait qu'une surface lisse, tendue, comme de l'argile fraîche et parfaite. Un néant sans expression, sans défaut, où l'on ne pouvait ni lire l'âme ni entendre la voix. Le sculpteur recula, le souffle coupé par cette vision d'horreur absolue. Tremblant, ses mains moites sur les outils, il s'approcha. Sa tête lui criait de ne pas le faire, mais son cœur de mari en deuil le poussait. Il ouvrit, et là, debout dans la pluie, Mado était là. Trempée jusqu'aux os. Silencieuse. Mais ce n'était pas le choc de la revoir vivante qui le pétrifia. C'était son visage, car son visage n'existait plus. Il était tard. Très tard. Les heures de la nuit se confondaient, et le sculpteur travaillait toujours, obsédé par ce vide qu'il avait créé dans le bois. Le masque sans trait était posé sur l'établi, semblant l'observer sans yeux. Et puis, il entendit frapper à la porte.
non pas un coup rapide d'un voisin, mais 3 coups, lents, lourds, d'un poids qui n'appartenait pas au monde des vivants. Le lendemain, la maison était vide. Le silence qui y régnait était plus lourd que le plus grand des deuils. Le sculpteur avait disparu, emporté, comme Mado l'avait été par le bois. Les voisins, qui vivaient dans ces collines où les murs de terre sont fins, racontèrent ce qu'ils avaient entendu durant les heures sombres. D'abord, des sanglots étouffés et déchirants, mêlés au bruit de la pluie. Puis, de manière plus effrayante, des rires d'outre-tombe, secs, sans joie, qui semblaient s'élever d'un puits très profond. Enfin, le silence total, un silence que même la pluie n'osait pas briser. Quand les hommes du village, armés de machettes mais le cœur tremblant, ouvrirent la porte, ils ne trouvèrent que le sculpteur. Il était assis, les mains vides, le regard fixé sur un point qui n'existait pas, son esprit déjà loin. Devant lui, sur l'établi, se trouvait un nouveau masque, il était identique à celui qu'il avait sculpté pour Mado sans yeux, sans bouche, sans traits. Mais cette fois, le bois semblait différent. Il était chaud. Il semblait respirer. Les veines du bois, normalement figées, vibraient doucement, comme le thorax d'un corps endormi. C'était la preuve que l'âme de l'homme n'était pas partie seule. Elle était restée, mais sous une autre forme, liée à la matière maudite. Les anciens, terrifiés par cette chose qui respirait, décidèrent qu'il n'y avait qu'une seule solution. Ils brûlèrent la maison. Ils brûlèrent l'atelier. Ils brûlèrent tout, dans une tentative désespérée de purifier la terre. Pourtant, le mal n'a jamais quitté les collines. Chaque saison des pluies, après les grandes pluies, une silhouette de femme apparaît sur la colline. Elle marche lentement, portant une cruche invisible. C'est Mado. Et si tu croises son chemin, elle te regarde, même sans yeux. Elle est le souvenir que dans le pays Bamileke, certains appels n'obtiennent jamais de fin. Un jeune étudiant en anthropologie, fraîchement débarqué de Douala, arriva, armé de son scepticisme moderne et de la conviction que la légende n'était qu'un mythe collectif. Il n'écouta pas les mises en garde des anciens. Il ne crut pas au masque maudit. Son objectif, vérifier la légende en utilisant la technologie. Il installa une caméra de surveillance près du vieux puits abandonné, face à la colline où la maison avait brûlé. Il voulait capturer la preuve. L'étudiant s'installa pour une longue nuit d'attente. À minuit, l'heure où les anciens interdisent de respirer trop fort, la silhouette apparut. Elle ne marcha pas, elle glissa hors de la brume, près du puits. La caméra, dans le silence froid, filmait. Puis, les villageois qui habitaient encore à proximité affirmèrent avoir entendu des bruits humains et inhumains. Des hurlements qui n'étaient pas de douleur, mais de pure terreur. Des bruits de pas invisibles qui couraient. Et ces murmures sans mots, des sons de bouche qui n'auraient pas dû exister. L'étudiant revint en courant, s'écroulant près des premières cases. Il était haletant, les yeux révulsés par une vision qu'aucun livre ne pouvait expliquer. Il ne disait qu'une seule chose, qu'il répétait dans un sanglot convulsif. Elle n'a pas de visage, mais elle m'a vu. Elle m'a vu. Au lever du jour, on le retrouva. Il était immobile, assis, fixant la colline, le regard vide comme celui du sculpteur avant lui. Entre ses doigts raidis, il tenait fermement un morceau de bois humide, un fragment du masque sans trait. La technologie n'avait pas détruit la légende. Elle l'avait simplement confirmée, et le témoin en avait payé le prix. Depuis ce jour, depuis l'effondrement de l'étudiant et la découverte du fragment de masque, la peur n'est plus un simple conte. C'est une règle de vie. Personne, jamais, n'ose aller près du puits abandonné. Le chemin est envahi par les herbes, comme si la terre elle-même refusait d'y voir passer des pieds vivants. Les villageois affirment que la malédiction est devenue une partie intégrante du paysage. Ils disent que si quelqu'un ose regarder la colline pendant la nuit, la silhouette de Mado apparaît, silencieuse, sans visage. Elle ne bouge pas. Elle n'attaque pas. Elle est juste là, dans la brume, l'incarnation parfaite du vide. Mais le plus terrifiant, c'est l'effet qu'elle a eu sur les choses de la maison. L'horreur a dépassé les collines pour s'immiscer dans les foyers. On dit même que certains miroirs se fissurent d'eux-mêmes lorsque l'on tente de s'y regarder après le coucher du soleil. Comme si la surface réfléchissante ne pouvait plus supporter la confrontation avec l'image de ce qui manque. La terreur n'est plus à chercher dans la forêt, elle est dans votre propre reflet. Elle est dans la peur de devenir, vous aussi, un vide parfait. Le village a appris à vivre avec son fantôme. Il ne le défie plus.
Ils se contentent de l'ignorer, le jour, et de le craindre, la nuit. La légende de la femme sans visage n'est pas seulement une histoire bamileke sur la trahison des esprits. C'est une histoire sur le pouvoir du manque, sur l'horreur du vide. Pensez-y. Ce n'est pas le sang ou la fureur qui la rendent terrifiante. C'est le vide parfait qu'elle représente. L'absence totale de ce qui fait de nous des humains, le regard, la parole, l'expression de l'âme. Elle est revenue parce que son mari l'a appelée par un vide, le masque sans trait. Et la seule chose qu'elle fait, c'est vous regarder jusqu'à ce que votre propre visage se sente vide. Jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre présence. Alors, avant de quitter cette histoire, souvenez-vous de l'avertissement. Quand vous rentrerez chez vous ce soir, et que vous serez seul dans l'obscurité, évitez de fixer votre reflet dans une vitre noire. Évitez de vous nommer à voix haute. Car peut-être que juste à ce moment, quelqu'un sans visage vous regarde et attend que vous l'appeliez.